Restez au sol, salope, ou votre mari va le payer encore plus cher. La botte de l'agent Stéphane Fournier s'enfonce brutalement contre les côtes de Sandrine Dubois. Du sang perle de sa lèvre fendue et goutte sur le marbre blanc immaculé du vestibule. Agent, s'il vous plaît. Il y a eu une erreur, supplie Jean-Pierre, les mains entravées par des menottes. Sa voix tremble, trahissant un mélange d'incrédulité et de peur contenue. Nous n'avons appelé personne. La ferme. Fournier tord le bras de Sandrine derrière son dos avec une violence gratuite. Violence conjugale et résistance à l'arrestation. Vous, les gens comme ça, vous mentez toujours. Jean-Pierre tente à nouveau, d'une voix plus basse, presque inaudible. Monsieur, si vous vouliez bien vérifier l'adresse. J'ai dit la ferme. L'acolyte de Fournier, Lucas Girard, fouille le portefeuille de Jean-Pierre. L'air nocturne et frais charrie les grésillements radio des unités de renfort qui quadrillent d'autres secteurs. Des bribes de conversation de la régulation. Fournier arbore un sourire satisfait devant cette arrestation facile dans ce quartier huppé du département du Lot. Partagez vos réflexions sur la responsabilité policière ci-dessous. Fournier lit le permis de conduire. Son sourire s'efface instantanément. Ses mains se mettent à trembler. Qu'est-ce qui ne va pas? Lui demande son partenaire. Fournier relit le nom, encore et encore, comme s'il ne pouvait en croire ses yeux. L'insigne sur sa poitrine lui semble soudain d'un poids écrasant. Minuit 23. L'appel au 17 crépite au centre d'appel d'urgence du Lot. Trouble à l'ordre public au 1247 rue des Chênes Verts. Dispute bruyante. Bruit de violence. Quelqu'un est en train de se faire salement amocher. L'opératrice, Chloé Leclerc, saisit l'adresse dans le système informatique. Elle a déjà traité 47 appels d'urgence ce soir, répartis sur 3 secteurs de patrouille. Violence conjugale, conducteurs ivres, vol à l'étalage. Une autre nuit de mercredi typique dans la campagne provençale. Elle ne remarque pas l'erreur cruciale, celle qui va faire basculer plusieurs vies. L'appelant anonyme avait signalé le 1274 rue des Chênes Verts, 3 pâtés de maison plus loin, là où un étudiant ivre venait de lancer une table basse sur sa petite amie, mais dans la précipitation, Leclerc a tapé 1247. L'agent Stéphane Fournier accepte la mission. 8 ans dans la police, 12 citations, et une tolérance zéro pour les problèmes de riches. Sa voiture de patrouille noire et blanche fend la nuit dans le quartier le plus huppé du département du Lot. Il passe devant des pelouses manucurées et des voitures de luxe importées. Encore une nuit au paradis, lance Fournier à son partenaire, l'agent Lucas Girard. Des bourges qui se disputent pour des contrats de mariage et des portefeuilles d'actions. Girard ajuste son gilet tactique. C'est toujours mieux que de courir après les gangsters des cités. C'est pas faux. Fournier accélère, dépassant de grandes maisons de campagne valant des millions, endormies sous le ciel étoilé. Ces salauds de privilégiés pensent que l'argent leur achète une immunité contre les conséquences. Fournier a déjà fait l'objet de 8 plaintes pour usage excessif de la force. Ses supérieurs appellent ça des conflits de personnalité. Les avocats de la défense y voient la preuve d'un comportement récurrent. L'Inspection générale de la police nationale, IGPN, les a classés sans suite, résolus sans sanction disciplinaire. Au 1247 rue des Chênes Verts, le conseiller à la Cour de cassation Jean-Pierre Moreau examine des mémoires en appel complexes dans son bureau à domicile lambrissé de bois précieux. Des volumes juridiques remplissent les étagères du sol au plafond. Texte de droit constitutionnel, précédent sur les droits fondamentaux, étude de cas de faute policière. Sa femme, Sandrine, organise des dossiers médicaux des patients sur le comptoir de cuisine en granit, se préparant pour sa double garde épuisante de demain au service de réanimation pédiatrique de l'hôpital général de Cahors. 16 ans à soigner des enfants atteints de cancer, de traumatismes, de maladies génétiques. Elle fredonne doucement en travaillant. Leur fille de 16 ans, Manon, dort à l'étage, un casque audio sur les oreilles diffusant de la musique classique. Des notes parfaites, une bourse complète pour l'école normale supérieure, ENS, déjà assurée. La famille garde ses réussites pour elle. Jean-Pierre s'étire le dos, vérifie sa montre suisse. Il a presque terminé l'affaire Morrison de droit constitutionnel. Viens te coucher bientôt, chérie, l'appelle doucement Sandrine. Tu analyses des opinions judiciaires depuis 5 heures d'affilée. Jean-Pierre hoche la tête distraitement, replongeant dans des arguments complexes relatifs à la protection des libertés fondamentales.
23 années remarquables au sein du corps de la magistrature nationale, des centaines d'affaires marquantes impliquant des brutalités policières, des violations des droits fondamentaux, des protections constitutionnelles. Des citations de la Cour de cassation, des articles de revues juridiques, des conférences à l'ENA et à l'École polytechnique. Ses collègues magistrats respectent son approche méthodique de la justice. Les avocats de la défense apprécient son impartialité et son érudition juridique. Les flics corrompus le détestent avec une intensité brûlante pour ses peines sévères et sa tolérance zéro envers les abus de pouvoir. Aucun d'entre eux ne connaît son adresse personnelle. Les protocoles de sécurité nationaux protègent les familles des magistrats contre les représailles. Les Moreau ont emménagé ici il y a 2 ans dans le cadre d'accords de confidentialité stricts. Les voisins supposent que Jean-Pierre travaille comme procureur de la République ou avocat commis d'office. Sandrine se présente simplement comme une infirmière puéricultrice. Ils participent au barbecue de quartier, contribuent aux collectes de fonds pour l'école locale, et maintiennent délibérément un profil public bas. La voiture de patrouille de Fournier tourne dans la rue des Chênes vert bordée d'arbres. Des lampadaires ornés éclairent clairement les numéros des maisons. 1241, 1243, 1245, 1247. Il se gare juste en face de l'adresse cible. La lumière du Porsche révèle un aménagement paysager professionnel et une berline de luxe qui vaut plus que son salaire annuel. Ça a l'air bien calme pour des violences conjugales, observe Girard à travers le pare-brise. Ça a toujours l'air calme jusqu'à ce que quelqu'un meure. Fournier ajuste son ceinturon, vérifie son tasé et ses menottes. Les riches cachent juste mieux leur dysfonctionnement que les pauvres. Les communications radio continuent dans d'autres secteurs. Des unités de renfort patrouillent dans différents quartiers ce soir. Le protocole assigne 2 agents aux appels pour violences conjugales non violentes dans les zones suraisées. Fournier et Girard s'en chargent seuls. Fournier s'approche de l'élégante porte d'entrée. À travers de grandes baies vitrées, il aperçoit la silhouette de Jean-Pierre Moreau penché sur des documents juridiques. Un homme noir dans une maison de luxe après minuit, entouré de livres et de papiers éparpillés. L'esprit raciste de Fournier suppose immédiatement une activité criminelle. Des dealers comptant leurs profits. L'inventaire de marchandises volées. Il se passe forcément quelque chose d'illégal dans une maison aussi cossue. Sandrine Dubois ouvre la porte d'entrée avant que Fournier ne puisse frapper. Elle porte sa tenue de travail et une expression inquiète. « Agent, tout va bien ? Nous n'avons appelé personne. » Fournier la bouscule pour entrer dans le vestibule sans y avoir été invité. « Reculez, madame. Nous avons reçu un signalement pour violence conjugale à cette adresse. »« C'est impossible, » dit calmement Sandrine. « Nous avons travaillé tranquillement toute la soirée. Mon mari est dans son bureau. Je suis dans la cuisine. Pas de dispute, pas de violence. » Girard suit Fournier à l'intérieur, la main posée sur sa radio. Le hall d'entrée en marbre brille sous des lustres en cristal. Tapis persan, œuvre d'art originale, mobilier de luxe, bien trop chic pour la famille noire qui se tient devant eux. « Où est votre mari ? » demande Fournier. « Dans son bureau. » Sandrine pointe du doigt le couloir. « Mes agents, je crois que vous vous êtes trompés d'eux. C'est moi qui déciderai de ce qui est faux. » La voix de Fournier se durcit. « Appelez-le ici. Maintenant. » Jean-Pierre apparaît dans l'encadrement de la porte, ses lunettes de lecture encore sur le nez, des dossiers juridiques serrés dans sa main gauche. Quel semble être le problème, messieurs ? Fournier voit un grand homme noir dans un quartier chic après minuit. Forcément un criminel. Quelqu'un a appelé pour dire que vous battiez votre femme, déclare platement Fournier. Je vous demande pardon ? Les sourcils de Jean-Pierre se haussent. Agent, il y a manifestement eu une erreur. Nous n'avons eu aucune dispute ce soir. C'est une maison calme. Ne me mentez pas. Fournier s'approche de Jean-Pierre. On reçoit des appels pour violence conjugale ici tout le temps. Vous, les gens comme ça, vous ne pouvez pas contrôler vos humeurs. Sandrine tressaille à l'entente de « vous, les gens comme ça ». La mâchoire de Jean-Pierre se contracte légèrement. Agent, Jean-Pierre parle lentement, prudemment. Je vous assure qu'il n'y a eu aucun trouble domestique ici. Peut-être vouliez-vous dire une autre adresse. Il y en a plusieurs dans la rue des Chênes verts. Vous m'apprenez mon travail ? La main de Fournier se déplace vers son bâton de défense.
Girard active sa caméra piéton. Protocole standard pour les affaires de violence conjugale. Le voyant rouge d'enregistrement clignote régulièrement. Pas du tout. Jean-Pierre lève les deux mains pacifiquement. Je suggère simplement que vous pourriez vouloir revérifier l'adresse auprès de la régulation. Je l'ai vérifié 2 fois, m'en Fournier sans sourciller. 1247 rue des Chênes Verts. Violence conjugale en cours. Et vous voilà, un homme noir avec des blessures défensives sur votre femme. Sandrine touche son visage par réflexe. Il n'y a aucune blessure. Agent, je travaille à l'hôpital. C'est ma tenue de travail, pas. Je vois des ecchymoses autour de vos yeux. Un autre mensonge. Des blessures fraîches. Il vous a frappé ce soir. Non. Sandrine secoue la tête. Vous vous trompez. Je n'ai pas été blessée. Je suis infirmière puéricultrice. Je saurais si. Arrêtez de le couvrir. Fournier pointe Jean-Pierre du doigt. Je reconnais la maltraitance quand je la vois. Vous avez peur de dire la vérité parce qu'il est juste là. Jean-Pierre fait un pas prudent en avant. Monsieur, avec tout mon respect, vous portez des accusations graves basées sur. Reculez. La voix de Fournier explose dans la maison. N'avancez pas vers moi. Je n'avance pas vers vous, dit calmement Jean-Pierre. Je me tiens dans ma propre maison. Votre maison? Fournier rit durement. Laissez-moi deviner. L'argent de la drogue a acheté cet endroit. Prostitution, lien avec des gangs. Impossible que vous puissiez vous payer ça légalement. Le racisme le frappe comme un coup physique. Le sang-froid de Jean-Pierre se fissure légèrement. Agent, je travaille dans les services juridiques publics, explique calmement Jean-Pierre. Ma femme est infirmière diplômée d'État. Nous avons acheté cette maison par des moyens légitimes. Fournier se moque de la phrase. C'est ça, un avocat commis d'office de merde. Cette maison coûte 2 millions d'euros. Vous me dites que le gouvernement vous paie assez pour ça? Sandrine se rapproche de son mari. Agent, si vous vouliez bien vérifier nos identités, vous verriez que nous sommes exactement qui nous prétendons être. Je vérifierai ce que je veux vérifier. La main de Fournier se déplace vers ses menottes. Pour l'instant, j'enquête sur des violences conjugales et un possible trafic de drogue. Trafic de drogue? La voix de Jean-Pierre s'aiguise. Sur la base de quelles preuves? Sur la base du fait que vous correspondez au profil. Fournier sourit froidement. Homme noir, maison de luxe, comportement nerveux, femme avec des blessures défensives. Je n'ai pas de blessures défensives, proteste Sandrine. Pas encore, le sourire de Fournier s'élargit. La menace plane dans l'air comme un poison. Girard bouge, mal à l'aise. Peut-être qu'on devrait. Peut-être que tu devrais la fermer et me laisser gérer ça, le coupe Fournier. J'ai une cause probable pour une arrestation. Cause probable pourquoi? Demande Jean-Pierre. Violence conjugale, possession de drogue, résistance à l'arrestation. Je n'ai résisté à rien, souligne Jean-Pierre. Vous n'avez pas encore été arrêté. Fournier attrape ses menottes. Jean-Pierre recule instinctivement. Sandrine se déplace de manière protectrice vers son mari. Ne bougez pas. Hurle Fournier. Tous les deux, les mains où je peux les voir. La caméra piéton enregistre tout. L'audio capture chaque mot, chaque menace, chaque instant de l'escalade. Sandrine Dubois se place directement entre Fournier et son mari. S'il vous plaît, agent, nous pouvons résoudre ça pacifiquement. Le poing de Fournier heurte le visage de Sandrine avant que quiconque puisse réagir. Elle chancelle en arrière, le sang coulant immédiatement de son nez. Jean-Pierre se jette en avant instinctivement. Girard le plaque par derrière, le projetant face contre le sol en marbre. Laissez-la. Crie Jean-Pierre alors que Girard lui tord les bras derrière le dos. La ferme. Fournier donne un coup de pied dans les côtes de Sandrine alors qu'elle tente de se relever. Elle suffoque, se plie en deux, se tenant le flanc. Arrêtez. Jean-Pierre se débat contre les menottes que Girard lui passe au poignet. C'est une infirmière. Elle n'a rien fait. Elle a entravé une enquête de police. Fournier attrape les cheveux de Sandrine, la redresse brutalement.
C'est de l'obstruction à la justice, salope. La formation médicale de Sandrine prend le dessus malgré la douleur. Fracture probable des côtes, saignement nasal suggérant un nez cassé, traumatisme du cuir chevelu dû à la traction des cheveux. Elle catalogue chaque blessure automatiquement. Agent, s'il vous plaît, murmure-t-elle à travers ses lèvres enflées. Nous avons une fille adolescente qui dort à l'étage. Vous auriez dû y penser avant de résister à l'arrestation. Fournier lui donne un revers de la main sur la bouche. La lèvre de Sandrine s'ouvre. Le sang éclabousse le marbre blanc. Sa tenue de travail se tache de rouge. Girard maintient Jean-Pierre au sol. Fournier. Peut-être qu'on devrait. Peut-être que tu devrais maîtriser ton suspect. Fournier frappe de nouveau Sandrine, cette fois dans la région des reins. Elle s'effondre complètement. La rage de Jean-Pierre monte comme la pression dans une chaudière. 23 ans de retenue judiciaire, d'expertise en droit constitutionnel, de connaissance des droits fondamentaux, tout cela inutile en regardant sa femme se faire brutaliser. Vous faites une erreur, dit Jean-Pierre les dents serrées. La seule erreur, c'est que vous pensiez pouvoir vivre dans une maison comme celle-ci. Fournier piétine la main de Sandrine. Des os craquent de manière audible. Sandrine hurle. Le son résonne dans les vastes couloirs de la maison. À côté, Madame Monique Lefebvre se réveille en sursautant. Elle regarde à travers les rideaux de sa chambre, voit les voitures de police, appelle le 17. Ici Monique Lefebvre au 1249 rue des Chênes Verts. Des agents battent une femme chez mes voisins. Elle crie à l'aide. Envoyez des superviseurs immédiatement. De l'autre côté de la rue, Léo Martin, un étudiant, enregistre tout sur son téléphone depuis la fenêtre de sa chambre. Les angles de la caméra piéton ne capturent pas cette perspective. La vidéo de Martin montre une brutalité policière évidente. Fournier traîne Sandrine par sa main cassée pour la remettre debout. Elle manque de s'évanouir de douleur. Où est la drogue? Demande Fournier. Nous n'avons pas de drogue, allait Sandrine. Je suis infirmière puéricultrice. Vérifiez mes qualifications. Sale menteuse. Fournier la frappe à l'estomac. Sandrine se plie en deux, vomissant. Jean-Pierre calcule rapidement. Usage excessif de la force. Violation des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, violation des droits fondamentaux en vertu de l'article 432A8 du Code pénal. Cet agent vient de commettre plusieurs crimes graves, filmés. Ma femme a besoin de soins médicaux, déclare formellement Jean-Pierre. Je demande l'intervention d'un superviseur et des services médicaux d'urgence. Tu ne demandes rien du tout, enfoiré. Fournier donne un nouveau coup de pied à Sandrine alors qu'elle est à terre. La formation médicale de Sandrine continue d'évaluer les dégâts. Fracture costale certaine, possible pneumothorax, traumatisme facial nécessitant une chirurgie reconstructrice, fracture de la main nécessitant une intervention orthopédique, lésion rénale nécessitant une surveillance. S'il vous plaît, murmure-t-elle. Je dois aller à l'hôpital. Tu dois arrêter de mentir sur la drogue. Fournier fouille brutalement les poches de sa tenue. Pas de drogue, pas d'armes, juste un badge d'identification de l'hôpital, un stéthoscope, du matériel médical. Hôpital général de Cahors. Fournier lit son badge. Service de réanimation pédiatrique. Docteur. Sandrine Dubois. Infirmière, corrige faiblement Sandrine. Infirmière puéricultrice. C'est pareil. Fournier jette le badge à travers la pièce. Probablement en train de voler des médicaments pour les vendre. L'accusation révèle l'ignorance totale de Fournier des protocoles hospitaliers, de la sécurité des médicaments, des licences médicales. Toute enquête prouverait son absurdité en quelques heures. Jean-Pierre mémorise chaque détail, chaque mot, chaque action. Les procureurs fédéraux auront besoin de preuves exhaustives pour l'affaire de violation des droits fondamentaux qu'il construit déjà dans son esprit. Agent, dit doucement Girard. Peut-être qu'on devrait t'appeler. Faire venir des superviseurs. Je suis le superviseur sur cet appel, ment à nouveau Fournier. Et je dis que ces deux-là vont en prison. Le deuxième appel au 17 de Madame Lefebvre crépite à la régulation. L'agent continue de battre la femme. Elle saigne abondamment. C'est un usage excessif de la force. Où sont les superviseurs?
La radio de Fournier reste silencieuse. Il a ignoré 3 tentatives de la régulation pour vérifier son statut. Sandrine crache du sang, possibles blessures internes. Elle a besoin de soins d'urgence immédiatement. Monsieur, s'adresse-t-elle faiblement à Fournier. Je ressens les symptômes d'une hémorragie interne. Sans soins médicaux, je pourrais mourir. Espèce de comédienne. Fournier lui donne un dernier coup de pied. Jean-Pierre regarde le sang de sa femme former une flaque sur le marbre qu'ils ont choisi ensemble. Dans les chambres à l'étage, leur fille dort encore, miraculeusement. Dans les tribunaux de toute la France, la carrière de Fournier vient de prendre fin, même s'il ne le sait pas encore. Girard active enfin sa radio. Régulation, signalez-nous code 4 au 1247 rue des Chênes Verts. 2 personnes en garde à vue, demandons une assistance médicale pour blessures subies lors de l'arrestation. Fournier lance un regard noir à son partenaire, mais ne contredit pas la demande médicale. Sandrine Dubois gît immobile sur le marbre coûteux, respirant faiblement, saignant de multiples blessures, tandis que son mari calcule les lois nationales précises qui détruiront la vie de l'agent Stéphane Fournier. Girard vérifie le portefeuille de Jean-Pierre pour trouver une pièce d'identité. Girard sort le portefeuille en cuir de Jean-Pierre, tout en gardant son genou appuyé sur le dos de l'homme. Le sang des blessures de Sandrine macule le marbre autour d'eux. Voyons voir ce qu'on a là, marmonne Girard, feuilletant les cartes. Fournier se tient au-dessus du corps immobile de Sandrine, respirant lourdement à cause de l'effort. Des perles de sueur coulent sur son front. Probablement des cartes de crédit volées, de fausses identités, la merde habituelle des dealers. Le permis de conduire indique Jean-Pierre M. Moreau, lit Girard à voix haute. L'adresse correspond. Né en 1979. Bien. Un vrai nom facilite la procédure. Fournier ajuste son ceinturon, satisfait de son travail. Quoi d'autre là-dedans? Girard continue de fouiller. Carte de crédit, carte d'assurance, photo de famille. Puis ses doigts trouvent quelque chose d'inhabituel. Une carte d'identité épaisse, d'aspect officiel, avec des sceaux nationaux. Il y a une sorte de carte d'identité gouvernementale ici, dit Girard en plissant les yeux. Sûrement une fausse, rejette Fournier. Ces dealers adorent exhiber de faux insignes nationaux. Ça leur donne l'impression d'être important. Girard approche la carte de la lumière. Son expression change. Fournier, tu dois voir ça. Lis-la à voix haute. Je suis occupé. Fournier donne un coup de pied dans la jambe de Sandrine pour voir si elle est consciente. La voix de Girard devient incertaine. Il est écrit cour de cassation. Fournier se fige en plein mouvement. Sa botte s'arrête à quelques centimètres du corps de Sandrine. Qu'est-ce que tu as dit? Cour de cassation, répète lentement Girard. Cour de cassation, chambre criminelle. Les mots flottent dans l'air comme un gaz toxique. Le sourire confiant de Fournier s'estompe. Ses mains commencent à trembler, de façon presque imperceptible. Laisse-moi voir ça. Fournier arrache la carte des mains de Girard. Il lit le texte 1 fois, 2 fois, 3 fois. Chaque lecture le rend plus pâle. Jean-Pierre M. Moreau, conseiller à la Cour de cassation, chambre criminelle. La photo officielle correspond à l'homme menotté au sol. Le sceau national semble authentique. Les éléments de sécurité paraissent véritables. Le monde de Fournier bascule. C'est forcément un faux, murmure-t-il. Mais au fond de ses tripes, il sait que c'est vrai. La maison de luxe, le langage châtié, le calme sous la pression, les qualifications médicales de la femme. Tout prend soudain un sens terrifiant. Oh merde, souffle Girard. Fournier, on vient de. La ferme, la voix de Fournier se brise. Laisse-moi réfléchir. Jean-Pierre Moreau reste silencieux au sol, toujours menotté, observant l'effondrement psychologique de Fournier avec un intérêt professionnel. 23 ans d'expérience judiciaire lui ont appris à reconnaître la panique quand il la voit. Fournier regarde à nouveau la carte. Magistrat national, Cour de cassation, conseiller. Les implications déferlent dans son esprit comme une cascade de dominos. Les magistrats nationaux ont des liens avec les forces de l'ordre national, des agents de la police judiciaire, PJ, des gendarmes,
des procureurs du parquet national financier, des commissions parlementaires de contrôle. Les magistrats nationaux condamnent les flics corrompus. Girard, dit doucement Fournier. Éteins ta caméra piéton. Quoi? Pourquoi? Éteins ta putain de caméra piéton, tout de suite. Girard hésite. Fournier. C'est contre le protocole. On ne peut pas. J'ai dit éteins-la. La voix de Fournier explose dans la maison. Mais il est trop tard. Tout est déjà enregistré. Chaque coup de poing, chaque coup de pied, chaque insulte raciale, chaque mensonge, chaque violation des droits fondamentaux, du droit constitutionnel, des lois nationales. Jean-Pierre Moreau prend enfin la parole. Sa voix est empreinte d'une nouvelle autorité. Agent Fournier. Fournier se retourne brusquement. L'homme menotté au sol a maintenant une voix complètement différente. Judiciaire, autoritaire, dangereuse. Oui, monsieur. La voix de Fournier s'élève à peine au-dessus d'un murmure. Vous venez de commettre plusieurs crimes graves contre un magistrat national et son épouse. Cela inclut la violation des droits fondamentaux sous couvert de l'autorité publique, l'agression sous juridiction fédérale et des violations constitutionnelles qui entraînent des peines minimales obligatoires. Les mots frappent Fournier comme des coups. Chaque terme juridique représente des années en prison. Votre caméra piéton a enregistré les preuves de chaque crime. Votre partenaire a été témoin de chaque violation. Ma voisine a demandé une réponse d'un superviseur. Ma femme nécessite des soins médicaux immédiats. Le ton de Jean-Pierre ne s'élève jamais, ne montre jamais de colère. Une pure autorité judiciaire. Vous avez environ 90 secondes avant l'arrivée des unités de renfort. Je vous suggère d'utiliser ce temps pour demander des services médicaux d'urgence pour ma femme et pour contacter votre superviseur. Fournier fixe la carte d'identité nationale dans ses mains tremblantes. Sa carrière, sa retraite, sa liberté, son avenir, tout ce pourquoi il a travaillé vient de s'évaporer en 3 minutes et 47 secondes. Girard active sa radio avec des doigts tremblants. Régulation, nous avons besoin d'une assistance médicale immédiate au 1247 rue des Chênes Verts. Blessures multiples. Demandons également la présence d'un superviseur. Et Girard, ajoute calmement Jean-Pierre. Vous devriez peut-être aussi demander l'IGPN. Les jambes de Fournier manquent de se dérober. L'IGPN signifie enquête. L'enquête signifie des procureurs fédéraux. Les procureurs fédéraux signifient les collègues de Jean-Pierre Moreau au palais de justice. Le même palais de justice où Fournier sera finalement jugé pour violation des droits fondamentaux. Sandrine Moreau crache encore du sang sur un marbre qui coûte plus que le salaire annuel de Fournier. Minuit 51. Les ambulanciers arrivent les premiers. Sandrine Moreau reçoit des soins d'urgence sur le sol en marbre de sa propre maison tandis que la juridiction fédérale s'active autour d'elle. Fracture faciale multiple, fracture costale probable, suspicion d'hémorragie interne, rapporte l'ambulancière Aurélie Simon aux urgences de l'hôpital général de Cahors. La patiente est consciente, orientée, et demande un transfert vers le centre de traumatologie. Jean-Pierre reste menotté pendant l'évaluation médicale. Fournier reste figé, tenant toujours la carte d'identité nationale comme la preuve de sa propre destruction. Le sergent Pierre Dupont arrive alors que Sandrine est chargée dans l'ambulance. 22 ans à superviser des unités de patrouille. Il n'a jamais vu des agents aussi terrifiés. Que s'est-il passé ici? Demande Dupont à Girard. Un appel pour violence conjugale qui a mal tourné, balbutie Girard. Le suspect a résisté à l'arrestation. Sa femme s'est interposée. Dupont examine le sang de Sandrine sur le marbre coûteux. Puis il regarde Jean-Pierre Moreau, toujours menotté, parfaitement calme malgré les blessures brutales de sa femme. Vous êtes le propriétaire? Demande Dupont à Jean-Pierre. Conseiller à la Cour de cassation Jean-Pierre Moreau, chambre criminelle, répond Jean-Pierre d'une voix égale. Vos agents ont agressé ma femme sur la base de fausses accusations à la mauvaise adresse. L'estomac de Dupont se noue. Magistrat national. Mauvaise adresse. Agression enregistrée. Fournier, amène-toi ici, tout de suite. Fournier s'approche comme un condamné marchant vers l'échafaud. Dupont remarque ses mains tremblantes, son teint pâle, ses yeux remplis de terreur. Avez-vous vérifié l'adresse avant d'entrer? Demande Dupont.
Oui, monsieur. 1247 rue des Chênes Verts. Avez-vous vérifié le signalement de violence conjugale? La femme avait des blessures défensives, ment désespérément Fournier. Quelle blessure défensive? Exige Dupont. Je vois du sang de son visage qui a heurté le sol après que vous l'ayez frappé. Le mensonge de Fournier s'effondre. Dupont visionne les images de la caméra piéton de Girard sur l'ordinateur de son véhicule de patrouille. 3 minutes de violation flagrante des droits fondamentaux sous juridiction fédérale. Mon Dieu, Fournier, est-ce que tu réalises ce que tu as fait? Pendant ce temps, Jean-Pierre entame sa réponse juridique méthodique. Depuis l'arrière de la voiture de patrouille de Dupont, il active les relations qu'il a tissées en 23 ans de service au sein de la magistrature. Minuit 58. Jean-Pierre appelle la directrice adjointe de la police judiciaire Valérie Lambert. Elle répond immédiatement. Conseiller Moreau, il est presque 1h du matin. J'ai besoin du service des enquêtes sur les violations des droits fondamentaux du PNF, déclare calmement Jean-Pierre. Des agents du département du Lot viennent d'agresser mon épouse sous couvert de l'autorité publique. Multiples violations des lois nationales enregistrées sur caméra piéton. Le ton de Lambert s'aiguise instantanément. Êtes-vous tous les deux en sécurité? Ma femme est en route pour une chirurgie traumato. Je suis actuellement menotté dans une voiture de patrouille, regardant les agents paniqués. J'active l'équipe d'intervention fédérale. Ne dis plus rien jusqu'à l'arrivée de la police judiciaire. 1h03. La lieutenante Sophie Roussel de l'IGPN reçoit une notification urgente. Magistrat national, usage excessif de la force, preuve par caméra piéton, cauchemar politique. Elle sort immédiatement le dossier personnel de Fournier. Son expression s'assombrit à chaque page. 8 plaintes pour usage excessif de la force en 18 mois. 12 incidents d'usage de la force en cours d'examen. 7 plaintes de citoyens alléguant des préjugés raciaux. 2 enquêtes internes déjà en cours. Roussel appelle son superviseur. Nous avons un incident national. Conseiller Jean-Pierre Moreau. Oui, ce même conseiller Moreau qui a condamné 3 de nos agents l'année dernière pour violation des droits fondamentaux. 1h07. Roussel découvre les dossiers financiers. Le département du Lot a payé 1,2 million d'euros en règlements liés à Fournier en 3 ans. 17 affaires distinctes, toutes impliquant des victimes issues de minorités, toutes réglées discrètement pour éviter la publicité. Le schéma devient indéniable. Fournier cible les familles issues de minorités, utilise une force excessive, rédige de faux rapports. Le département règle les procès. Fournier retourne en patrouille. Roussel sort la convention collective syndicale. Article 47, section C, les agents faisant l'objet d'une enquête reçoivent leur plein salaire. Tâches administratives uniquement jusqu'à résolution. Section D, arbitrage requis avant le licenciement. Section E, dossier personnel scellé de divulgation publique. Le système protège Fournier tout en mettant les citoyens en danger. 1h12. La procureure de la République Nathalie Fournier reçoit une notification d'urgence de son procureur de nuit. Affaire d'agression d'un magistrat fédéral. Attention médiatique garantie. Fournier examine le casier judiciaire de Fournier. 47 arrestations pour violence conjugale en 12 mois. Taux de condamnation, 12%. Les avocats de la défense invoquent systématiquement un usage excessif de la force, des preuves fabriquées, de faux témoignages. Le schéma suggère que Fournier fabrique des affaires par la brutalité. 1h15. Le capitaine Philippe Bertrand arrive de la préfecture du département. Il visionne 2 fois les images de la caméra piéton de Girard. Chaque visionnage aggrave la situation. Fournier est fini, dit Bertrand à Dupont. Les procureurs fédéraux vont porter plainte dans quelques heures. C'est exactement le type d'affaire dans laquelle le conseiller Moreau est spécialisé. Bertrand accède au dossier de formation de Fournier. Formation obligatoire à la désescalade échouée 2 fois. Cours de sensibilisation aux préjugés suivis sous protestation. Évaluation psychologique recommandant un suivi. Traitement refusé. Des signaux d'alarme partout. Ignoré par des superviseurs qui voulaient que les objectifs soient remplis. Pensez-y. Combien de fois quelque chose de similaire s'est-il produit sans caméra, sans magistrats fédéraux, sans conséquences? Partagez vos réflexions ci-dessous. 1h18.
Jean-Pierre recherche les affaires de Fournier depuis l'ordinateur de patrouille de Dupont. Sa mémoire photographique se souvient de 3 affaires où Fournier a témoigné devant son tribunal. Camille Petit contre Fournier. Usage excessif de la force lors d'un contrôle routier. Le département a réglé pour 47 000 €. Arthur Leroy contre Fournier. Fausse arrestation. Drogue placée. Accusations abandonnées. Le département a réglé pour 83 000 €. Léa Roux contre Fournier. Profilage racial, agression. Le département a réglé pour 156 000 €. Chaque affaire présentait des schémas identiques. Contrôle routier dans des quartiers défavorisés, escalade agressive, fausses accusations, règlement financier. Fournier de retour en patrouille. Le tribunal de Jean-Pierre a condamné d'autres agents pour un comportement identique. Les supérieurs de Fournier connaissaient son histoire mais n'ont pas réussi à intervenir. 1h23. L'agent spécial Nicolas Bonnet de la police judiciaire arrive. 15 ans d'enquête sur la corruption policière. Il prend immédiatement le contrôle de la scène de crime. Conseiller Moreau, je suis l'agent Bonnet, division des droits fondamentaux. Êtes-vous blessé? Échymose mineure. Ma femme a subi un traumatisme grave nécessitant une intervention chirurgicale. Bonnet examine les preuves de sang, photographie tout, sécurise les images de la caméra piéton comme preuve nationale. Agent Fournier, vous êtes sous le coup d'une enquête fédérale pour violation des droits fondamentaux sous couvert de l'autorité publique, agression sous juridiction fédérale et complot en vue de la négation des droits constitutionnels. Fournier comprend enfin les accusations fédérales. Tribunal fédéral. L'épouse d'un magistrat fédéral comme victime. Des procureurs fédéraux qui travaillent quotidiennement avec le conseiller Moreau. 1h27. L'IGPN interroge les voisins. Madame Lefebvre fournit un témoignage détaillé. La vidéo du téléphone portable de Léo Martin montre des angles que la caméra piéton a manqués. L'agent n'arrêtait pas de lui donner des coups de pied alors qu'elle était à terre, déclare Lefebvre. Elle suppliait qu'on l'aide. Son mari était menotté, ne pouvait pas la défendre. La vidéo de Martin révèle clairement les insultes raciales de Fournier. L'audio amélioré par les techniciens de la PJ capture chaque mot. Il l'a traité de salope plusieurs fois, rapporte Martin. Il a dit, vous, les gens comme ça, vous ne pouvez pas contrôler vos humeurs. Du racisme pur. 1h31. Roussel examine des cas similaires à l'échelle du département. Les schémas d'arrestation de Fournier ciblent de manière disproportionnée les quartiers défavorisés. Les ratios plaintes-condamnations suggèrent des fausses arrestations systématiques. L'analyse de la base de données révèle, arrestation de Fournier dans les quartiers blancs, 0 plainte pour usage excessif de la force, arrestation dans les quartiers défavorisés, 43 plaintes pour usage excessif de la force. Preuve statistique de préjugés ratio. 1h35. Les procureurs fédéraux Coralie Meyer et Antoine Perrier arrivent de Paris. Tous deux sont spécialisés dans les affaires de faute policière. Tous deux ont plaidé des affaires devant le tribunal du conseiller Moreau. C'est un cas d'école de l'article 432-8 du Code pénal, dit Meyer à Perrier. Complot, usage excessif de la force, négation des droits constitutionnels. Un magistrat fédéral comme victime garantit des poursuites maximales. Perrier examine les preuves. Les images de la caméra piéton garantissent à elles seules une condamnation. Ajoutez les preuves du schéma, les témoignages, l'expertise médicale. Fournier risque une peine fédérale minimale obligatoire. 1h38. Les menottes de Jean-Pierre sont enfin retirées. L'agent Bonnet s'excuse formellement au nom des forces de l'ordre national. Le conseiller Moreau s'occupera personnellement de cette enquête. L'agent Fournier fera face à des poursuites fédérales complètes. Jean-Pierre se frotte les poignets, regarde le sang de sa femme qui tache encore le marbre. Agent Bonnet, il ne s'agit pas de vengeance personnelle. Il s'agit d'empêcher la prochaine famille de vivre ce que nous venons de vivre. La machine judiciaire nationale se met en marche avec une précision inexorable. 2h15. Le président du syndicat de police du Lot Marc Lambert reçoit l'appel d'urgence du capitaine Bertrand. Agent Fournier, magistrat national, victime. Agression enregistrée sur caméra piéton. Mon Dieu, marmonne Lambert dans son téléphone. Magistrat national. Quelle cour? Cour de cassation, chambre criminelle.
Conseiller Jean-Pierre Moreau. L'estomac de Lambert se serre. Moreau a condamné 3 agents départementaux à la prison fédérale l'année dernière pour violation des droits fondamentaux. Maintenant, un des agents de Lambert vient d'agresser l'épouse de Moreau. Faites venir Gauthier immédiatement, ordonne Lambert. Protocole de gestion de crise d'urgence complet. 2h23. L'avocat Olivier Gauthier fonce vers la préfecture, son esprit parcourant les stratégies de défense. 15 ans à défendre des agents problématiques, il a réussi à protéger des dizaines de flics d'accusations d'usage excessif de la force. Il n'a jamais été confronté à une victime magistrat fédéral auparavant. Gauthier est spécialisé dans la défense de la police, les litiges en matière de droits fondamentaux, la protection des agents. Son bilan comprend 43 défenses réussies dans des affaires d'usage excessif de la force en 5 ans. C'est différent, explique Lambert à l'arrivée de Gauthier. Le conseiller Jean-Pierre Moreau connaît le droit de la faute policière mieux que n'importe quel avocat en France. La confiance de Gauthier s'effrite. Il a plaidé 2 affaires devant le tribunal de Moreau l'année dernière. Il se souvient des questions juridiques pénétrantes de Moreau, de son approche méthodique du droit constitutionnel, de sa tolérance zéro pour les abus de pouvoir. Moreau a rédigé l'avis de la Cour d'appel de Paris qui a élargi les protections des droits fondamentaux au niveau national, créant des précédents juridiques contre lesquels Gauthier se bat quotidiennement. 2h35. Gauthier visionne les images de la caméra piéton de Girard avec une horreur croissante. Usage excessif de la force évident contre une femme non armée. Insulte raciale capturée sur l'audio. Fausses accusations entièrement documentées. Chaque image renforce l'accusation fédérale. Chaque clip audio démontre des préjugés. Chaque angle montre des violations constitutionnelles. Fournier, à quoi diable pensais-tu? Demande Gauthier. Je pensais que c'était un dealer de drogue, murmure Fournier, les mains toujours tremblantes. Un noir vivant dans une maison valant 2 millions d'euros. Ça devait être de l'argent sale. Le profilage racial n'est pas une défense légale, rétorque Gauthier. C'est une preuve fédérale supplémentaire contre vous. Gauthier reconnaît la défense impossible. Preuves vidéo, enregistrements audio, témoignages, documentation médicale. Un cas fédéral parfait de violation des droits fondamentaux. 2h47. Gauthier active les protocoles de protection syndicale maximaux. Transférer Fournier aux services administratifs immédiatement. Salaire et avantages complets pendant l'enquête. Travail de bureau en attendant la résolution. Tactique de retardement standard. Protéger l'agent pendant que les preuves disparaissent. Reporter les poursuites jusqu'à ce que les témoins oublient les détails. Négocier un règlement discret. Renvoyer l'agent en patrouille. Nous retirons Fournier de la patrouille ce soir, confirme Lambert. Affectation administrative avec tous les avantages. Le syndicat couvre tous les frais juridiques. 2h53. Une campagne d'intimidation commence à cibler les témoins. L'agent Girard reçoit des visites non officielles de hauts responsables du département lui suggérant de reconsidérer son témoignage. La mémoire peut être peu fiable dans des situations de stress élevé, suggère prudemment le lieutenant Sébastien Dubois. Peut-être que le juge était plus agressif que ce que vous avez initialement rapporté. Peut-être que sa femme a attaqué Fournier en premier. Girard refuse de modifier son récit. Les images de la caméra piéton rendent les mensonges impossibles à soutenir. J'ai vu ce que j'ai vu, répond fermement Girard. Fournier a battu cette femme sans justification. 2h58. Madame Lefebvre reçoit un appel téléphonique anonyme à son domicile. Voix masculine, ton menaçant, menace claire. Vous n'avez rien vu à la maison Moreau ce soir. Fermez votre bouche si vous tenez à votre famille. Lefebvre contacte immédiatement l'agent Bonnet de la police judiciaire. Des accusations fédérales d'intimidation de témoins s'ajoutent à l'affaire de plus en plus lourde contre les associés de Fournier. 3h04. L'étudiant Léo Martin découvre les pneus de sa voiture crevés sur le parking de sa résidence. Une note menaçante sur le pare-brise. Supprime la vidéo ou tu feras face à de graves conséquences. Martin appelle immédiatement les agents fédéraux. Les accusations d'obstruction à la justice se multiplient contre le réseau de soutien de Fournier. 3h11. Gauthier tente de contrôler les dégâts par le biais de relations médiatiques amicales.
Placer des articles remettant en question la crédibilité du conseiller Moreau, suggérant que Moreau a provoqué l'incident. Blâmer la victime. Un magistrat fédéral vit dans le luxe tout en critiquant les budgets de la police, rédige Gauthier pour des journalistes sympathisants. Les médias locaux refusent l'article. Attaquer des magistrats fédéraux sans preuve substantielle se retourne de manière spectaculaire au tribunal. 3h18. Les représentants syndicaux font pression sur la lieutenante Sophie Roussel de l'IGPN pour qu'elle retarde indéfiniment son enquête. Attendez peut-être que les procureurs fédéraux décident avant de procéder, suggère diplomatiquement Lambert. Inutile de dupliquer les efforts d'enquête. Roussel reconnaît la tactique de blocage standard. Les affaires fédérales prennent des mois à se développer. Pendant les retards, les preuves disparaissent mystérieusement. Les témoins déménagent opportunément. Les souvenirs s'estompent stratégiquement. Cette enquête se poursuit comme prévu, répond fermement Roussel. L'agent Fournier a commis des crimes documentés sur caméra. Juridiction fédérale ou locale, il sera poursuivi pleinement. 3h25. Gauthier découvre son lien personnel avec le conseiller Moreau datant de ses études de droit. Il y a 23 ans, Gauthier était étudiant à l'université Paris-Panthéon-Assas. Jean-Pierre Moreau avait donné une conférence dans le cours de droit constitutionnel de Gauthier sur l'application des droits fondamentaux. Gauthier se souvient de l'esprit juridique brillant de Moreau, de sa connaissance encyclopédique des lois nationales et de son engagement passionné pour les protections constitutionnelles. Maintenant, Gauthier doit défendre un client qui a violé chaque principe que Moreau a enseigné ce semestre-là. 3h32. La sécurité de l'hôpital général de Cahors signale des individus suspects tentant d'accéder sans autorisation aux dossiers médicaux protégés de Sandrine Moreau. Des détectives privés liés au syndicat cherchent des preuves de blessures préexistantes pour saper les accusations d'agression. Les agents de la police judiciaire sécurisent immédiatement l'hôpital, empêchant toute tentative de falsification de preuves. La documentation médicale de Sandrine reste protégée par les protocoles d'enquête fédérale. 3h38. Le conseil départemental reçoit une pression intense du syndicat pour négocier un règlement immédiat. Payer rapidement des dommages et intérêts substantiels. Transférer discrètement Fournier à un autre département. Éviter complètement les poursuites fédérales. Le conseiller Moreau veut une responsabilité institutionnelle, pas une compensation personnelle, informe l'agent Bonnet les responsables du département. Les accusations pénales nationales se poursuivent indépendamment de tout accord de règlement civil. Les échappatoires syndicales s'avèrent inefficaces contre la juridiction fédérale. 3h44. Gauthier tente des négociations professionnelles avec les procureurs fédéraux Meyer et Perrier. Courtoisie d'avocat. Possibilité raisonnable de plaider coupable. Éviter des procès fédéraux coûteux. Votre client a brutalement agressé l'épouse d'un magistrat fédéral, et ce, sur caméra, répond froidement Meyer. Multiples violations des droits fondamentaux en vertu de l'article 432-8 du Code pénal. Aucun accord de plaider coupable n'est disponible. Perrier ajoute, l'agent Fournier a choisi ses actions criminelles. Maintenant, il fait face aux conséquences fédérales. Combien de fois les syndicats de police dépensent-ils plus de ressources pour protéger les mauvais agents que pour soutenir la sécurité de la communauté? Partagez vos expériences ci-dessous. 3h51. Fournier saisit enfin complètement sa situation. Accusation fédérale devant un tribunal fédéral. Un magistrat fédéral comme victime principale. Des procureurs fédéraux qui collaborent professionnellement avec ce juge au quotidien. La protection syndicale ne s'étend pas à la juridiction fédérale. Les relations politiques locales n'influencent pas les procureurs fédéraux. La corruption au niveau de l'État n'affecte pas les affaires de droits fondamentaux au niveau national. Gauthier examine les directives de détermination de la peine fédérale pour les violations des droits fondamentaux. Peines minimales obligatoires, peine maximale, aucune possibilité de libération conditionnelle anticipée. Fournier, dit doucement Gauthier. Commencez à envisager la réalité de la prison fédérale. Les responsables syndicaux ont par la suite refusé tout commentaire supplémentaire aux médias, se contentant de déclarer qu'ils défendraient vigoureusement l'agent Fournier par toutes les voies légales disponibles. Les voies légales disponibles s'avèrent extrêmement limitées face à des violations fédérales claires. La machine de la justice fédérale continue d'avancer, immunisée contre la corruption locale et l'ingérence syndicale. 4h15.
Sandrine Moreau est inconsciente dans l'unité de traumatologie de l'hôpital général de Cahors. Une chirurgie de reconstruction faciale est prévue pour le matin. Ces côtes cassées nécessitent une surveillance pour détecter une perforation pulmonaire. Jean-Pierre est assis dans la salle d'attente de l'hôpital, portant des vêtements tachés du sang de sa femme. 23 ans d'autorité judiciaire semblent dénués de sens en regardant les machines maintenir Sandrine en vie. La docteure Isabelle Durand donne des nouvelles médicales de Sandrine. Conseiller Moreau, les blessures de votre femme sont étendues. Fracture faciale, lésion costale, possible traumatisme rénal. La convalescence prendra des mois. Jean-Pierre hoche la tête en silence. Des mois de chirurgie, de kinésithérapie, de suivi psychologique, tout ça parce que l'agent Fournier a vu une famille noire dans une maison de luxe. 4h23. L'agent Bonnet de la PJ apporte des nouvelles décourageantes. Monsieur, nous faisons face à une résistance significative de la part des forces de l'ordre local. Les preuves sont sécurisées. Mais les syndicats mobilisent des ressources substantielles. Quel genre de résistance? Intimidation de témoins, manipulation des médias, pression politique. Ils traitent ça comme une guerre. 4h31. La procureure fédérale Meyer appelle avec des complications. Conseiller Moreau. Le syndicat dépose des requêtes invoquant un parti pris du procureur, disant que vous ne pouvez pas être à la fois une victime et une autorité judiciaire. C'est juridiquement absurde, répond Jean-Pierre. D'accord, mais cela crée des retards. Des mois de contestation procédurale avant le procès, le syndicat gagne du temps. 4h38. La campagne médiatique de Gauthier gagne du terrain. Les informations locales s'interrogent sur les salaires des magistrats fédéraux, leur mode de vie luxueux, et si Moreau a provoqué l'incident. La maison à $1 million d'un magistrat fédéral soulève des questions éthiques, titre le journal du matin. L'assassinat de caractère commence. Attaquer la crédibilité de la victime, faire en sorte que le public se demande si Moreau méritait d'être protégé. 4h45. La première présidente de la Cour de cassation Françoise Dubois appelle Jean-Pierre. Cette situation crée des complications pour la Cour. Peut-être devriez-vous envisager de vous récuser des affaires de police pendant votre convalescence. La suggestion le frappe comme de l'eau glacée. Se récuser signifie que les collègues de Fournier continuent d'opérer sans contrôle judiciaire. Me demandez-vous d'abandonner mes fonctions parce que j'ai été victimisé? Je suggère que vous évitiez l'apparence de partialité pendant les poursuites en cours. 4h52. La fille de Sandrine, Manon, arrive, voit son père couvert de sang, sa mère inconsciente avec des appareils respiratoires. Papa, qu'est-il arrivé à maman? Jean-Pierre peine à expliquer la brutalité policière à sa fille adolescente. Des policiers ont fait des erreurs ce soir. Des erreurs? La voix de Manon monte. Maman est en soins intensifs à cause d'erreurs? 4h59. Gauthier dépose des requêtes fédérales contestant chaque élément de preuve. Les images de la caméra piéton seraient modifiées. Les témoignages potentiellement obtenus sous la contrainte. Les dossiers médicaux possiblement falsifiés. Les tactiques de défense standard créent des mois de retard pendant que Sandrine souffre. 5h06. Le président du syndicat Lambert tient une conférence de presse pour défendre Fournier. L'agent Fournier a réagi de manière appropriée à un appel pour violence conjugale. Les allégations ultérieures représentent un excès de zèle du procureur. L'opinion publique commence à changer. Les partisans des flics se rallient autour de Fournier. Les critiques de Moreau remettent en question la responsabilité des magistrats fédéraux. 5h13. Le procureur fédéral Perrier appelle avec des offres de règlement. Le département propose 2 millions d'euros, des changements de politique, une formation à la sensibilité. Fournier garde sa retraite. Pas d'accusation criminelle. Règlement civil uniquement. Un nouveau départ pour Fournier. 5h20. La docteure Durand revient avec de pires nouvelles. Le traumatisme psychologique de votre femme pourrait être plus grave que les blessures physiques. Elle montre des signes de syndrome de stress post-traumatique, une anxiété envers les agents en uniforme. Sandrine, qui a passé 16 ans à soigner des enfants malades, craint maintenant les personnes censées protéger les enfants. 5h27. Le référendaire de Jean-Pierre appelle. Monsieur,
les avocats de la défense demandent votre récusation de 12 affaires de police en cours. Il invoque un parti pris après votre expérience personnelle. La carrière judiciaire de Jean-Pierre, passé à lutter contre les fautes policières, devient une preuve de préjugés contre les forces de l'ordre. 5h34. Manon confronte directement son père. Papa, pourquoi on ne prend pas leur argent et on ne déménage pas dans un endroit sûr? La question le blesse plus profondément que les poings de Fournier. Jean-Pierre a bâti sa carrière en poursuivant les violations constitutionnelles. Maintenant, sa famille veut qu'il abandonne la justice pour la sécurité. 5h41. Jean-Pierre est assis seul dans la chapelle de l'hôpital, remettant tout en question. La juridiction fédérale, le droit constitutionnel, l'application des droits fondamentaux, toutes les structures juridiques auxquelles il croyait n'ont pas réussi à protéger sa femme. Peut-être que les mauvais flics gagnent toujours grâce à la protection syndicale. Peut-être que se battre crée plus de souffrance. 5h48. L'agent Bonnet de la PJ revient avec de dernières mauvaises nouvelles. Monsieur, nous avons intercepté des communications suggérant des menaces contre votre famille si les poursuites continuent. Jean-Pierre réalise le coup total. Bataille juridique, assassinat de caractère, menace familiale, femme traumatisée. Sa fille a peur. Sa carrière est remise en question. Tout ça pour poursuivre un flic qui sera probablement transféré de toute façon. Le système semble conçu pour briser les victimes qui cherchent la justice. 6h15. Sandrine Moreau se réveille brièvement en soins intensifs. Ses premiers mots à travers ses lèvres enflées, ne les laissent pas s'en tirer comme ça. Jean-Pierre serre sa main non blessée. Nous ne le ferons pas. Sa voix se raffermit malgré la douleur. Les autres familles. Combien d'autres familles Fournier a-t-il blessé? 6h23. La question ravive la détermination de Jean-Pierre. 23 ans sur le banc fédéral lui ont appris que les cas individuels révèlent des schémas systémiques. Fournier n'est pas soudainement devenu violent. Jean-Pierre appelle l'agent Bonnet de la PJ. Je veux examiner chaque plainte contre Fournier, chaque procès, chaque famille qu'il a terrorisée. Conseiller Moreau, cela pourrait représenter des dizaines de cas. Alors nous contacterons des dizaines de familles. 6h31. Les réseaux sociaux explosent de soutien pour la famille Moreau. La vidéo du téléphone portable de Léo Martin se propage rapidement. Le hashtag Justice pour Sandrine Moreau devient une tendance nationale. Les commentaires affluent. La même chose est arrivée à ma sœur dans le département du Lot. L'agent Fournier a menacé ma famille lors d'un contrôle routier. Nous avons déposé des plaintes contre Fournier il y a 3 ans. Rien ne s'est passé. 6h38. Maria Rodriguez appelle directement l'agent Bonnet de la PJ. L'agent Fournier a agressé mon fils lors d'un contrôle routier l'année dernière. Bonnet prend des notes détaillées. Une autre victime du schéma. Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé officiellement? Nous avons essayé. L'IGPN a dit qu'il n'y avait pas assez de preuves. Les avocats du syndicat nous ont menacés de procès si nous parlions aux médias. 6h45. Le docteur Michel Picard, éminent avocat spécialisé dans les droits fondamentaux, appelle directement la chambre d'hôpital de Jean-Pierre. Conseiller Moreau, mon cabinet représente 12 familles ayant des plaintes liées à Fournier. Nous préparons une action de groupe depuis 2 ans. Pourquoi n'avez-vous pas encore déposé plainte? J'avais besoin d'un catalyseur, d'une victime que le système ne pourrait pas ignorer. Vous êtes ce catalyseur. 6h52. La présidente de la Ligue des droits de l'homme Catherine Leclerc organise une réunion communautaire d'urgence. Le mot se répand dans les églises, les écoles et les associations de quartier. La famille du conseiller Moreau a été brutalisée par le même agent qui terrorise notre communauté depuis des années, annonce Leclerc. 6h59. Les pédiatres locaux se mobilisent autour de Sandrine. Le docteur Jacques Bonnet, chef de la pédiatrie, publie une déclaration publique. Sandrine Moreau a sauvé des centaines de vies d'enfants. Elle mérite que justice soit faite pour la violence infligée par ceux qui sont censés protéger les familles. 7h06. Le pasteur André Martin appelle à une manifestation pacifique. Le conseiller Moreau s'est battu pour les droits fondamentaux depuis son banc. Maintenant, nous nous battons pour lui dans la rue. Les réseaux ecclésiastiques se mobilisent dans tout le département du Lot. 7h13.
Les autres victimes de Fournier se manifestent publiquement. Camille Petit, Arthur Leroy, Léa Roux. Chaque histoire suit des schémas identiques. Contrôle routier dans les quartiers défavorisés. Escalade agressive. Fausses accusations. 7h20. La conseillère départementale Hélène Moreau reçoit des centaines d'appels de ses administrés exigeant la poursuite de Fournier. Mon bureau a reçu plus de 400 appels ce matin, déclare Moreau aux journalistes. Les citoyens veulent des réponses sur la conduite de l'agent Fournier. 7h27. Les lycéens du lycée Henri IV organisent une manifestation de solidarité. Les camarades de classe de Manon Moreau créent les hashtags Justice pour MD et partagent des histoires d'interaction positive avec Sandrine. 7h34. Le téléphone de l'agent Bonnet de la PJ sonne constamment. Nouveau témoin, victime supplémentaire, preuve corroborante. Conseiller Moreau, nous avons identifié 17 familles distinctes ayant des plaintes contre Fournier. La plupart n'ont jamais signalé officiellement par intimidation. 7h41. La procureure fédérale Meyer appelle avec des nouvelles encourageantes. Le ministère de la Justice requalifie cette affaire en enquête fédérale sur les droits fondamentaux. Nous affectons des procureurs supplémentaires. L'attention de Paris garantit des poursuites sérieuses. 7h48. Jean-Pierre reçoit le soutien de ses collègues magistrats de tout le pays. Des magistrats fédéraux d'autres circuits appellent pour offrir leur aide. Cela nous affecte tous, dit la première présidente Françoise Dubois. Une attaque contre une famille de magistrats fédéraux est une attaque contre l'indépendance judiciaire. Avez-vous vu votre communauté se rassembler contre l'injustice? Partagez vos expériences ci-dessous. 7h55. Sandrine serre à nouveau la main de Jean-Pierre. Les histoires. Toutes ces familles. Nous devons nous battre. Jean-Pierre regarde sa femme, meurtrie mais déterminée. Autour d'eux, une communauté se mobilise pour la justice. Le vent commence à tourner. Les victimes individuelles deviennent une voix collective. La force de la communauté commence à submerger la corruption du système. 8h45. L'agente spécialisée en criminalistique numérique Sarah Dupont de la PJ appelle Jean-Pierre avec une nouvelle qui change tout. Conseiller Moreau. La caméra piéton de l'agent Fournier contenait des images cachées. 12 minutes supplémentaires qu'il pensait avoir effacées. Quel genre d'image? L'audio de Fournier planifiant votre agression avant d'entrer dans votre maison. 8h52. Dupont passe l'audio récupéré. La voix de Fournier dans leur voiture de patrouille, claire et sans équivoque. Regarde ça. Je vais apprendre à ces gens arrogants ce qui arrive quand ils se croient meilleurs que nous. Girard répond, Fournier, on devrait peut-être vérifier l'adresse d'abord. On s'en fout de l'adresse. Une famille noire dans une maison de riches. Ce sont des criminels. Garantie. La préméditation choque complètement Jean-Pierre. 8h59. La voix de Fournier continue de planifier une violence spécifique. Je vais secouer celui ou celle qui ouvrira la porte. Leur faire respecter l'autorité. Ces gens doivent apprendre à rester à leur place. Et s'ils sont des résidents légitimes? Demande nerveusement Girard. Ça n'existe pas. Fais-moi confiance. Les procureurs fédéraux ont maintenant un aveu enregistré de complot et d'agression préméditée. 9h06. L'agent Dupont explique la découverte. Fournier a utilisé un logiciel du département pour effacer les preuves, mais les outils fédéraux récupèrent tout de la mémoire de l'appareil. Quelle est l'ampleur de la falsification de preuves? Considérable. Fournier a modifié les images de 6 autres incidents impliquant des familles issues de minorités. 9h13. L'audio révèle la stratégie de ciblage systématique de Fournier. Je patrouille dans les quartiers défavorisés à la recherche de voitures de luxe, de belles maisons, je crée une cause probable, je place des preuves si nécessaire. Des arrestations faciles, tu vois? Ça me met mal à l'aise. Je ne suis pas sûr de cette approche. Détends-toi. Le syndicat nous protège. Le système est truqué en notre faveur. 9h20. L'aveu le plus accablant vient ensuite. Le mois dernier, j'ai battu une femme jusqu'à l'inconscience lors d'un contrôle routier. Le département a payé 50 000 € pour la faire taire.
Jean-Pierre reconnaît l'affaire Petit de la liste de l'avocat Picard. J'ai fait 73 arrestations l'année dernière. 48 minorités, 0 blanc. 9h27. L'audio de Fournier révèle une conspiration au sein du département. Le capitaine Bertrand sait ce que je fais. L'IGPN couvre la paperasse. Le président du syndicat Lambert s'occupe des problèmes juridiques. Nous sommes intouchables. La corruption institutionnelle confirmée par des aveux enregistrés. 9h34. Fournier a spécifiquement ciblé Jean-Pierre en raison de son statut judiciaire. Les magistrats fédéraux pensent qu'ils sont durs avec la brutalité policière. J'adorerais en donner une leçon à un personnellement. L'agression n'était pas aléatoire. Fournier a délibérément choisi la famille d'un magistrat fédéral. 9h41. Le journal audio personnel de Fournier contient les preuves les plus dévastatrices. Sandrine Moreau avait l'air terrifiée quand j'ai commencé à la frapper. Bien. Elle avait besoin de craindre l'autorité. Jean-Pierre Moreau n'a pas pu protéger sa propre famille. Pathétique magistrat fédéral. Aveu enregistré d'agression avec motivation raciale et mépris de l'autorité judiciaire. 9h48. Fournier planifiait de futures violences contre la famille Moreau. La prochaine fois que je les croiserai, je finirai ce que j'ai commencé. Peut-être que je visiterai l'école de leur fille. Menace directe contre la famille du magistrat fédéral enregistrée sur du matériel du département. 9h55. L'agent Dupont résume l'impact juridique. Conseiller Moreau, cet audio élimine toute possibilité de plaider coupable. Fournier a avoué des crimes fédéraux tout en planifiant de continuer la violence. La procureure fédérale Meyer se joint à l'appel. Ces preuves garantissent une condamnation pour tous les chefs d'accusation. Peine maximale en vertu des directives fédérales. 10h02. Les dernières déclarations enregistrées de Fournier révèlent un mépris total. L'IGPN, l'APJ, les procureurs fédéraux, ils sont tous faibles. Le syndicat protège les flics qui agissent vraiment. Moreau pense que son tribunal le protège. Je sais où il habite. 10h09. Les preuves submergent toute défense possible. La propre voix de Fournier avouant une agression préméditée basée sur des préjugés raciaux, un ciblage systématique des familles issues de minorités, une falsification de preuves dans plusieurs cas, des menaces contre une famille de magistrats fédéral, un complot avec des responsables du département. À quoi ressemblerait une véritable responsabilité dans votre communauté? Partagez vos réflexions ci-dessous. 10h16. Jean-Pierre absorbe les implications. Fournier n'a pas rencontré sa famille au hasard. C'était un ciblage délibéré du domicile d'un magistrat fédéral pour une violence raciale. Le complot inclut des violations systématiques des droits fondamentaux, la destruction de preuves, un racisme institutionnel documenté par les propres aveux de Fournier. Les paroles enregistrées de Fournier fournissent des preuves parfaites pour une poursuite fédérale. L'affaire devient ingagnable pour la défense. 18h. Session d'urgence du conseil municipal du Lot. La salle du conseil est bondée. Les membres de la communauté exigent justice. Les caméras des médias capturent tout. Fournier est assis à côté de l'avocat Gauthier, tremblant visiblement. La présidente du conseil départemental Hélène Moreau appelle au calme. Cette session d'urgence porte sur la conduite de l'agent Stéphane Fournier et la responsabilité du département. Jean-Pierre Moreau entre par les portes arrière. La salle se tait. Tous les yeux suivent le magistrat fédéral dont la famille a été brutalisée 12 heures plus tôt. Sandrine reste hospitalisée, mais son esprit remplit la salle grâce au soutien de la communauté. 18h07. L'agent Bonnet de la PJ présente les preuves à la salle comble. Les propres aveux enregistrés de l'agent Fournier prouvent une agression préméditée, un ciblage racial et des violations systématiques des droits fondamentaux. Bonnet passe des extraits audio. La voix de Fournier résonne dans les haut-parleurs. Je vais apprendre à ces gens arrogants ce qui arrive quand ils se croient meilleurs que nous. La communauté est sous le choc. Certains pleurent. D'autres montrent une colère à peine contenue. 18h14. Les victimes de Fournier témoignent publiquement pour la première fois. Maria Rodriguez prend le micro avec des mains tremblantes. L'agent Fournier a cassé le nez de mon fils lors d'un contrôle routier. Il l'a traité avec des insultes raciales. Nous avions trop peur pour le signaler.
Camille Petit-Suit. Fournier m'a mise à l'hôpital. Le département nous a payé pour que nous nous taisions, mais nous ne nous tairons plus. La voix d'Arthur Leroy tremble d'émotion. Fournier a placé de la drogue dans ma voiture. J'ai passé 6 mois en prison pour des crimes que je n'ai pas commis. 18h21. Gauthier tente de contrôler les dégâts. L'agent Fournier a fait des erreurs sous pression. Il mérite un suivi psychologique, pas des poursuites pénales. La communauté explose. Des cris de « meurtrier » et « raciste » remplissent la salle. Moreau frappe avec son maillet pour ramener l'ordre. Jean-Pierre Moreau se lève lentement. La salle devient complètement silencieuse. 18h28. Jean-Pierre s'approche du podium des orateurs. 23 ans d'autorité judiciaire emplissent sa voix. L'agent Fournier n'a pas fait d'erreur. Il a commis des crimes fédéraux prémédités. Ses propres aveux enregistrés prouvent des préjugés raciaux, un ciblage systématique, une falsification de preuves. Le ton calme de Jean-Pierre porte une autorité morale absolue. Chaque mot dévaste la défense de Fournier. Fournier a spécifiquement ciblé ma famille parce que je suis un magistrat fédéral qui poursuit les fautes policières. C'était une vengeance calculée contre le contrôle judiciaire. 18h35. Jean-Pierre continue de détruire méthodiquement la crédibilité de Fournier. Le journal audio de Fournier révèle un mépris pour le droit constitutionnel, l'autorité fédérale, les protections des droits fondamentaux. Il s'est enregistré en train de planifier de futures violences contre ma fille adolescente. Fournier s'affaisse davantage sur sa chaise. Gauthier griffonne frénétiquement des notes mais ne trouve aucune défense contre les aveux enregistrés. Cet agent représente tout ce qui ne va pas avec des forces de l'ordre irresponsables. Préjugés raciaux, usage excessif de la force, falsification de preuves, protection institutionnelle d'un comportement criminel. 18h42. La communauté se lève pour une ovation debout. L'autorité judiciaire de Jean-Pierre combinée à sa victimisation personnelle crée une position morale inattaquable. Fournier essaie de partir. Des agents de la PJ bloquent les sorties. Agent Fournier, annonce l'agent Bonnet, vous êtes en état d'arrestation fédérale pour violation des droits fondamentaux sous couvert de l'autorité publique. Les menottes cliquent avec une finalité satisfaisante. Les mêmes menottes que Fournier a utilisées sur Jean-Pierre 12 heures plus tôt. 18h49. L'humiliation finale de Fournier survient lorsque l'agent Bonnet lit les accusations fédérales. Complot en vue de violer les droits fondamentaux, agression sous juridiction fédérale, falsification de preuves, menace contre la famille d'un magistrat fédéral. Chaque accusation entraîne des peines minimales obligatoires. Fournier réalise que la juridiction fédérale signifie aucune protection syndicale, aucune influence locale, aucune connexion politique. Procureurs fédéraux, tribunal fédéral, prison fédérale. 18h56. La présidente du Conseil Hélène Moreau s'adresse à la salle comble. Avec effet immédiat, l'agent Stéphane Fournier est révoqué du service de police du Lot. Toutes les affaires impliquant Fournier seront examinées pour faute professionnelle. La communauté explose de joie. La justice est rendue publiquement. La responsabilité est exigée et obtenue. Gauthier est assis seul à la table de la défense. Son client vient d'avouer des crimes fédéraux sur du matériel du département. Aucun appel possible contre des preuves enregistrées. 19h03. Jean-Pierre Moreau prononce une déclaration de clôture. Aujourd'hui prouve que le système peut fonctionner lorsque les citoyens exigent des comptes. L'agent Fournier fera face à des poursuites fédérales pour ses crimes contre ma famille et toute cette communauté. La justice retardée n'est pas la justice niée lorsque la vérité a une voix. L'insigne national que Fournier craignait 12 heures plus tôt vient de détruire complètement sa vie. La justice fédérale prévaut sur la corruption locale. 3 mois plus tard, l'agent Stéphane Fournier est condamné à 15 ans de prison fédérale. Pas de libération conditionnelle, pas d'appel, aucune protection syndicale n'atteint la juridiction fédérale. L'agent Lucas Girard témoigne contre la corruption du département et bénéficie de l'immunité en échange de sa coopération. Le capitaine Bertrand fait l'objet d'une enquête fédérale. Le lieutenant Sébastien Dubois de l'IGPN est discrètement muté. Le président du syndicat Marc Lambert démissionne en disgrâce. L'avocat Gauthier perd 12 clients après la condamnation de Fournier. Sandrine Moreau se rétablit lentement. La reconstruction faciale est une réussite.
Les côtes guérissent complètement. Le traumatisme psychologique nécessite une thérapie continue. Elle retourne à son poste d'infirmière puéricultrice avec une détermination renouvelée, soignant des enfants dont les familles craignent la violence policière. Jean-Pierre Moreau reprend ses fonctions judiciaires avec une autorité renforcée. Son expérience en tant que victime renforce ses décisions en matière de droits fondamentaux. Les avocats de la défense ne peuvent pas invoquer de parti pris contre quelqu'un qui a personnellement survécu à la brutalité policière. Manon Moreau témoigne devant le Parlement sur la réforme de la police. L'agression de sa mère est devenue un catalyseur pour une législation nationale exigeant des audits des caméras piétons, une formation sur les préjugés raciaux et des bases de données sur les fautes professionnelles. Le département du Lot met en œuvre des réformes complètes. Nouveau préfet de police, politique révisée sur l'usage de la force, comité de surveillance communautaire, contrôle national pendant 5 ans. Les 17 victimes identifiées de Fournier obtiennent justice grâce à des poursuites fédérales pour violation des droits fondamentaux. Les preuves du schéma provenant de ces aveux audio permettent de multiples condamnations. La mauvaise maison a tout changé. Fournier a choisi la mauvaise famille, la mauvaise épouse de magistrat fédéral, le mauvais système à défier. Parfois, la justice exige un coup personnel. Parfois, la vérité exige du courage. Parfois, la bonne personne est ciblée par le mauvais système. Comment nous assurer que la responsabilité protège les familles de tous, pas seulement celles des magistrats fédéraux? Partagez votre engagement pour la justice ci-dessous. Abonnez-vous pour plus d'histoires où la vérité triomphe de la corruption et où les familles ordinaires trouvent une justice extraordinaire.